Salut à tous, c'est 722. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un portable un petit peu spécial si on veut. Donc si vous suivez de manière assez rapprochée les nouvelles sorties de portables depuis un an environ, vous devriez savoir que Microsoft en ce moment sont en train de donner un gros coup sur le développement des ordinateurs portables ARM. Avec le sniper, oui, avec le Snapdragon Elite ou X Elite ou Elite X, quelque chose comme ça. Puis depuis quelques années, ils vendaient des Surface Pro avec des processeurs ARM. Donc pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, ARM c'est le type d'architecture que vous allez retrouver dans les processeurs de tablettes, dans vos téléphones cellulaires, ce genre de choses-là. Donc c'est normalement de manière classique les ordinateurs PC et Mac depuis 2006 utilisaient l'architecture x86 qui a été développée par Intel dans les années 80, début 80. ARM c'est quelque chose qui a plus été développé dans milieu fin 90 puis qui a commencé à prendre de l'importance plus dans les années 2000 avec justement l'iPhone et ce genre de choses là. Donc c'est un type de processeur qui est beaucoup plus économique en énergie, qui a beaucoup moins besoin de radiateurs, de fans, ce genre de choses-là. Donc on peut faire des machines qui ont besoin de beaucoup moins de refroidissement, qui ont une meilleure durée de vie, ce genre de choses-là. Donc pourquoi est-ce qu'on voudrait ça dans nos ordinateurs? Justement à cause de la batterie. Donc Apple ont commencé à faire les MacBook en 2020 avec leur propre processeur ARM. Puis là, Microsoft, ça fait des années qu'ils poussent aussi pour ça, mais juste vraiment pas très fort. Puis ça, c'est un des ordinateurs justement qui vient de cette époque-là où Microsoft y essayait tranquillement, mais ça restait quand même assez timide. Puis pourtant, l'ordinateur n'est pas très vieux. Donc, c'est un Samsung Galaxy Book Go. Donc c'est l'ordinateur ARM le moins cher qui a été ever, je crois. C'est l'ordinateur le moins cher qui a été produit ARM. Il y a eu beaucoup de sacrifices qui a été fait pour ça, donc c'est ça qu'on va voir. Donc à première vue, c'est vraiment juste un ordinateur portable, tout ce qui est de plus normal, relativement moderne. Je crois qu'il est sorti en 2020-2021. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de ports. Donc, de ce côté-là, vous pouvez voir qu'il y a le port USB-C qui sert juste à la recharge, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi c'est juste la recharge. 3.5 mm pour les écouteurs ou les haut-parleurs. Port carte SD. Et de l'autre côté, il y a un autre port USB-C qui, lui, sert à la charge et peut permettre d'utiliser un dock pour avoir une sortie vidéo. Je ne sais pas pourquoi les deux ports sont pas comme ça. Après, ici, on a un port USB ben normal, c'est de l'USB 3.0. Et ici, on a un port Kensington, je crois, pour pouvoir le verrouiller sur un bureau. Euh, voilà, donc vous voyez qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Pas de port Ethernet, pas de port HDMI, juste un port USB plus deux ports USB-C. Donc voilà, c'est quand même un ordinateur un petit peu classique de ce côté-là. Si on regarde à l'intérieur, vous voyez que c'est vraiment normal. Tout est fait en plastique, vous allez voir, c'est vraiment extrêmement cheap. Mais c'est un ordinateur. Je crois que je l'ai acheté à 200$ usagé sur Amazon. Je crois que le prix régulier c'était plutôt 300-350. Il valait pas ça. On va en parler plus tard. Mais voilà, donc ça restait quand même un ordinateur assez bas de gamme. Donc le clavier, il est bien correct, sincèrement. Les boutons, ils répondent bien. Ils font pas trop de bruit. La touche espace, c'est pas super, mais c'est correct. Le trackpad, vous voyez qu'il est quand même assez gros, hein. Puis on peut cliquer un peu n'importe où. Donc en haut, ça va pas marcher. Mais voilà, c'est juste partout un petit peu plus bas, on est capable de cliquer, ça fonctionne. Donc c'est pas un trackpad comme sur MacBook qui est magnétique. Logique, j'ai envie de dire. Après ça, avec le bouton Power ici. Et on a ici l'écran qui est un écran 14 pouces 1080p. Donc voilà. Quand je dis que c'est extrêmement cheap, je vais juste vous montrer. Regardez, je force vraiment pas beaucoup. Puis je suis vraiment capable de tout déformer l'ordinateur. Puis le clavier, si on appuie un petit peu ici, vous voyez que vraiment avoir tout le bas du portable, il se déforme. Puis si vous essayez de prendre le portable par le coin ici, je sais pas si vous allez l'entendre. euh, Là, ça le fait pas, mais vous voyez, ça déforme vraiment tout. Donc
J'essaie de le prendre par ici. Vous voyez que ça déforme vraiment tout le portable. Puis là, ça le fait pas. Ouais. Si on le prend plus ici, ça appuie carrément là-dessus juste par la. Juste à cause de à quel point ça déforme le plastique. J'ai vraiment jamais vu de portable qui faisait ça, hein. L'écran, c'est la même chose. Là, je veux pas trop le faire pour pas le briser. Mais voilà. Donc, c'est pas. C'est extrêmement cheap. Mais pour le prix, c'est un petit peu à ça qu'on s'attendait. Donc maintenant, on va l'ouvrir pour voir qu'est-ce que ça fait tourner. Donc évidemment, comme j'ai suggéré, ça fait tout simplement tourner Windows. Voilà, maintenant qu'on est connecté, je pense que vous pouvez déjà voir un des gros problèmes. La qualité de l'écran est vraiment pas bonne. Là, vraiment, vous êtes complètement par-dessus l'écran. C'est complètement impossible de voir. Vous voyez que le haut de l'écran, les couleurs sont inversées. Sans surprise, c'est une dalle TN. Donc, oui, en fait, surprise parce que j'avais pas vu d'ordinateur portable qui venait avec une dalle TN depuis 2018, peut-être. Donc, ça, c'était beaucoup plus récent. Puis, voilà. Donc, l'écran est vraiment pas super. On va essayer de trouver une meilleure façon de s'installer pour que vous puissiez le voir. Donc, on a un angle de vue un petit peu bizarre, mais ça va me permettre de pouvoir continuer à utiliser le clavier puis le pavé tactile, contrairement à comme je t'ai installé normalement. Donc, voilà, on est dans Windows. Comme vous pouvez voir à première vue, c'est vraiment juste Windows, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, si on va juste dans paramètres, bon, vous allez voir Galaxy Book Go. Il y a une version de Windows 10 familiale, si je me souviens bien. Donc voilà, 4 GB, blablabla. Donc voilà, c'est vraiment un ordinateur Windows. Là où ça commence à changer un peu, c'est qu'on va voir dans le gestionnaire de tâches. Donc une fois qu'on est dans le gestionnaire de tâches, on va tout simplement aller dans ressources et c'est là qu'on va voir la première chose qui, comme j'avais dit, c'est un processeur ARM, donc Snapdragon 7C génération 2 à 2.55 GHz. Donc c'est un processeur à 8 cœurs, 8 threads. Ça a de l'air bon, malheureusement, c'est un processeur ARM. Très bas de gamme, donc les performances sont vraiment pas très bonnes. Vous voyez ça aussi, uniquement 4 GB de RAM. C'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment le minimum requis pour Windows 11. Puis je considère vraiment pas ça comme étant utilisable. Je considère que ça prend vraiment 8 GB au minimum aujourd'hui pour faire tourner Windows. Mais bon, 4G, hein, on vit avec ça. Puis évidemment, il n'est pas upgradable parce que la RAM fait partie du processeur en tant que tel, si je ne me trompe pas. Donc c'est un SSD 128 Go. Au moins c'est un vrai SSD parce qu'il y a des machines dans ce style-là qui peuvent être vendues avec des eMMC. Donc eMMC, c'est basiquement juste une carte SD soudée sur la carte mère. Une carte SD dans ce style-là en plus. Donc c'est vraiment pas bon. C'est mieux qu'un disque dur, mais c'est pas vraiment plus rapide. Après ça, vous voyez que si on va dans disque D, bon, c'est tout simplement une carte SD que j'ai mis. Wi-Fi et processeur graphique. Donc Qualcomm Adreno, quelque chose, blablabla. Bla bla. Donc Adreno 618. Donc, c'est un processeur ARM, donc vous pouvez probablement penser que ça peut pas faire tourner beaucoup d'applications. Euh, Vous avez plus ou moins raison. Donc, par exemple, si on prend Microsoft Edge, donc apparemment j'avais déjà des choses ouvertes là-dessus, je sais pas pourquoi. Ça, c'est une application qui a été faite pour les processeurs ARM. Donc, ça, on va voir, je crois, dans le détail. Voilà, donc on a Microsoft Edge ici. Vous voyez architecture ARM 64. Donc, ça, c'est quelque chose qui est optimisé pour les processeurs ARM. Donc, on peut essayer, par exemple, d'aller sur YouTube. Vous voyez qu'en navigation, c'est bien correct. C'est pas incroyable. Ça tourne vraiment comme un ordinateur bas de gamme, mais c'est correct. Donc, est-ce qu'on peut retrouver la même vidéo que j'avais mis dans la vidéo du Mac? Oui, c'était celle-là. Non, on va baisser un petit peu le son. Vous voyez que les haut-parleurs sont corrects, pas incroyables, mais ça va. Désolé pour l'écran, sincèrement, c'est vraiment impossible à filmer correctement. C'est une dalle TN qui est vraiment. Regardez, je fais juste la bouger un tout petit peu, puis voilà, vous voyez vraiment plus. D'ailleurs, qu'un bon point, faites pas attention au bordel en arrière. L'écran, il peut vraiment se mettre complètement plat. Pourquoi pas. Il n'est pas tactile ou rien, hein, quoi, mais voilà, on peut faire ça.
Mais regardez, faut vraiment que si je le fais trop, vous voyez plus rien. Si je le fais pas assez, les couleurs sont délavées. Donc c'est comme pas incroyable. Donc on va se mettre comme ça, malheureusement, je crois. Ou comme ça. Quand je crois que les couleurs délavées, c'est peut-être un peu mieux pour vous. Donc l'écran est vraiment horrible. Je peux pas le défendre. Euh, je- c'est vraiment un des pires écrans que j'ai jamais vu. Je sais qu'il y a des gens qui ont trouvé qu'il y avait une dalle IPS qui est disponible sur Internet pour pouvoir la remplacer nous-mêmes. Je recommande pas particulièrement de le faire, tout simplement parce que ça va pas rendre la machine mieux. Mais si vraiment ça vous tente, pourquoi pas. C'est beaucoup mieux à ce que j'ai vu. Donc, si on veut juste faire tourner les vidéos sur YouTube, là en ce moment on est en 720p 100 fps, il n'y a pas de problème. Si on se met en 1080p, on va faire qu'on avait fait avec le Mac. Donc, statistique pour les nerds, vous voyez que ça va. Il n'y a pas vraiment. Il y a eu une coupe d'images. Ah, il y a quand même une coupe d'images de temps en temps de dropper. Hum, Étrange, j'avais pas remarqué ça. Mais sinon, voilà, ça tourne quand même correctement. On va essayer directement en 4K. On va plus baisser le son encore parce que là, il est vraiment un peu trop fort. Donc, on va revenir un peu en arrière. Donc, mes vidéos 4K fonctionnent. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'images droppées, mais c'est quand même mieux que, par exemple, le Mac qui n'est pas capable du tout de le faire. Voilà. Puis vous voyez, il y a des images droppées, mais en règle générale, c'est quand même relativement fluide. Je ne sais même pas si ça va se voir à caméra à cause de ma manière de filmer, mais bon. Donc, voilà. Si vous voulez vraiment juste écouter les vidéos sur YouTube, ça fonctionne. Puis ça, comme j'ai dit, c'est un des navigateurs qui est optimisé ARM. Chrome, pendant très longtemps, ne l'a pas été, donc ça n'était pas vraiment possible. Firefox, il a à peu près toujours été. Donc, moi, personnellement, c'est celui que j'utilise. Mais par exemple, si on ouvre quelque chose comme Steam, vous allez voir que Steam, c'est une application qui n'existe pas en version ARM. Et pourtant, ça fonctionne. Parce que Microsoft, ils ont, comme Apple, ils ont développé une couche de traduction qui appelle, donc qui permet d'utiliser les applications x86 sur un processeur ARM. Donc pendant longtemps sur Windows 10, il y avait juste les applications 32 bits qui fonctionnaient, donc c'était assez limité comme choix. Avec Windows 11, ils ont introduit le fait de pouvoir lancer les applications 64 bits, donc ça rend la machine beaucoup plus utilisable. Ça veut quand même dire que c'est pas toutes les applications qui fonctionnent malheureusement. Steam a pas l'air de vouloir ouvrir. Ok, wow, ok. Donc, vous voyez déjà un des premiers problèmes, autant de la couche de traduction que de cette machine-là. C'est lent. La couche de traduction en temps normal va marcher correctement, mais là le problème c'est que cette couche de traduction-là pour les applications 64 bits a plus été faite pour un Snapdragon 8 comme il y avait dans les Surface Pro plutôt qu'un Snapdragon 8 7 comme il y a dans lui qui est immensément plus lent. Ça, en fait, c'est vraiment plus proche de quelque chose c'est beaucoup plus proche de comme un Celeron, un Pentium qu'un i quelque chose, disons. Là, ça... Donc, voilà, ça fonctionne. Tout est vraiment lent à charger. On va ouvrir le gestionnaire de tâches pour vous remontrer dans les détails que oui, c'est vraiment une application x86, c'est pas une application ARM. De toute façon, avec la vitesse, on peut pas mal le voir déjà. Donc, vous voyez qu'on est ici, Steam x86, donc 32 bits, x64 pour les choses 64 bits. Donc, voilà. Puis, ça veut dire qu'on peut évidemment essayer de faire tourner quelques jeux. Ça veut pas dire que ça va bien fonctionner, malheureusement. Le processeur en tant que tel, pas le processeur, le GPU en tant que tel, à ce que je sache, il ne supporte pas vraiment oui, on dirait, ils supportent pas nativement DirectX, les versions récentes, mais ils ont comme une espèce d'affaire de traduction pour faire fonctionner avec leur version adaptée de DirectX ainsi qu'OpenGL. Donc, c'est quelque chose qu'on peut installer sur sur le Microsoft Store.
On peut essayer de lancer quelques jeux. Il y a beaucoup de jeux installés, comme vous pouvez voir. Il y en a très peu qui fonctionnent vraiment très bien. Donc, on va lancer Hollow Knight parce que c'est souvent le jeu que je vais utiliser pour montrer les performances d'une machine. Parce que c'est un jeu qui est facile à faire tourner en 30 FPS, mais relativement difficile en 60 FPS. Quand je dis relativement, je veux dire dès que vous avez une GPU dédiée et un processeur qui est plus puissant qu'un Pentium, mettons, vous allez être capable. Mais sur un ordinateur portable, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu plus difficile. Puis là, encore une fois, vous voyez que c'est pas extrêmement rapide. Ça, c'est en partie à cause de la traduction, en partie à cause du processeur, mais surtout le 4 GB de RAM, c'est vraiment horrible qu'il ait juste mis 4 GB. Vous voyez que la RAM est toujours saturée. Hein. Facteur de forme TSOP, TSOP, TSOP. Ok, je sais pas ce que ça veut dire. C'est tout le temps 100%, ça descend jamais. Heureusement, le SSD sauve un petit peu avec le swap, surtout que, comme j'ai dit, c'est un vrai SSD, c'est pas de la eMMC. Mais, ouais, si cet ordinateur-là avait 8 GB de RAM, ce serait déjà beaucoup mieux. En plus, la RAM est à 2133 mégatransferts. C'est vraiment très lent pour de la DDR4. Parce que je suis pas mal sûr que c'est la DDR4, à moins que ça utilise son propre type de RAM, les affaires ARM, mais je penserais pas. Puis là, vous voyez que ça fait quand même un petit moment qu'on parle, puis c'est toujours pas démarré. Donc, c'est vraiment pas très très réactif. Ouais, j'ai essayé d'allumer un petit peu de lumière pour voir si ça aide un peu. Pour la visibilité, on dirait. Ça fait apparaître un petit reflet en haut, mais au moins on dirait que les couleurs sont un peu mieux. Donc, apparemment, ça fait aussi ressortir des traces de doigts quand j'essaie de montrer que c'était pas un écran tactile. Puis quand je le bougeais et que je le twistais dans tous les sens. Voilà, donc on va baisser le son un peu encore une fois. Voilà, donc vidéo. 1080p, toute faible, parfait. Est-ce que j'ai le nombre de FPS d'afficher? Voilà, donc j'ai mis le compteur de FPS en vert. Je ne sais pas si vous allez vraiment mieux le voir. Là, en ce moment, on est à 58. Voilà, on est dans le menu, donc c'est pas très impressionnant non plus. Mais c'est quand même mieux que par exemple le i3 du X131 qui faisait tourner le jeu environ 30 FPS, je crois, des menus. Voilà, donc Hollow Knight sur un Snapdragon 7C Génération 2. Donc on est autour de 40 FPS en ce moment. Là aussi, évidemment, on est en 1080p. On peut baisser un petit peu la résolution pour essayer de donner une chance. Mais ça marche correctement. Par contre, vous voyez que un des problèmes d'utiliser une affaire de traduction comme ça, c'est que comme mettons Proton sur Linux, comme Vulkan, comme DirectX 12, tout ça, ben il y a beaucoup de stuttering qu'on appelle d'à-coup un peu. Hein, parce que vu qu'il utilise une couche de traduction pour sa propre version de DirectX, ben faut à chaque fois qu'il y a un nouvel effet, faut qu'il génère dans un format que lui il peut lire. Hein. Donc ça ralentit pas mal quand il y a un nouvel effet à l'écran pour la première fois. Donc là, vous voyez que là, quand je frappe, c'est correct. La première fois, il y a eu comme un gros blocage. Si je fais ça, voilà, ça marche. Donc, Hollow Knight, en tout cas, 1080p, 40 FPS, encore une fois, c'est un endroit qui est très calme. Mais c'est quand même pas si pire. Si on descend en 720p, normalement, voilà, là, on tombe à 52 FPS, 53. La différence entre 40 et 50 est quand même assez grande, hein, juste en gameplay en tant que tel. Donc, ça fonctionne. Et donc, là, par contre, le problème, c'est que j'ai pas un très bon angle pour jouer. Là, vous voyez qu'il a fait son attaque, les FPS sont descendus à 15 pendant une seconde. Normalement, s'il la refait, voilà, là, il n'y a plus de baisse de FPS. Donc, si vous jouez, mettons, 15-20 minutes, le jeu devrait quand même être relativement fluide. Donc, c'est jouable. Euh, mais encore une fois, Hollow Knight, c'est pas un jeu qui est extrêmement lourd. Mais c'est quand même une bonne nouvelle que ça fonctionne. Mais vous voyez vraiment que tout est à 100%. Donc, Hollow Knight, c'est un peu comme le meilleur exemple. Parce que, comme j'ai dit, c'est facile à faire tourner en 30 FPS. C'est difficile en plus haut, en plus gros, en meilleure qualité. Puis là, encore une fois, tout est à fait pour que ça change grand chose. Mais quand même.
Après ça, on peut lancer Tomb Raider, parce qu'encore une fois, je crois que c'est un jeu que j'avais montré sur le MacBook, hein. Oui, je l'avais montré. Puis je ne l'ai pas montré sur le X131, mais moi j'ai fait des tests de mon côté. Vous allez probablement le voir dans une deuxième partie quand je vais le comparer avec un autre ordinateur. Donc, en tout cas, ça va permettre de donner une bonne idée. Donc, je vais tout mettre au plus bas à 700, en 720p. Un petit point que je peux dire, c'est que l'upscaling du GPU est quand même relativement compétent. Donc 720p, je vois que c'est un petit peu flou, mais tu sais, j'ai déjà vu beaucoup pire là, en jouant sur d'autres sur d'autres ordinateurs portables. Donc dans le menu, on est à 24 FPS. Donc on va juste lancer le benchmark. On voit beaucoup mieux sur le retour que sur l'écran en tant que tel de mon côté. Donc les temps de chargement, encore une fois, sont... Ah, là, il n'a pas été si long que ça quand même. Ok, je suis un peu surpris. Dans mes tests, ça avait été quand même beaucoup plus long. Donc là, on est autour de 34 FPS, 35. Vous voyez, encore une fois, à chaque fois que... Là il faut que ça charge quelque chose de nouveau, donc il faut que ça crée les shaders. Donc c'est marqué 30 FPS. Le jeu ne tourne clairement pas à 30 FPS en ce moment. D'après moi, c'est parce qu'il doit alterner entre 30 et 12, tu sais, quelque chose dans le genre. Puis en plus, le jeu, évidemment, il ressemble un peu à un jeu de PlayStation 2, pas très beau. Mais encore une fois, regarde, vous voyez, c'est marqué 36, 35, mais c'est tellement pas stable les FPS que c'est basiquement injouable. Je vais juste à faire une petite remarque par contre. À l'écran, moi en vrai, c'est un petit peu plus fluide que ce que vous voyez. Mais c'est parce que là, c'est ma caméra a un petit peu de mal avec le 4K parce que pour mieux voir l'écran, j'ai un petit peu zoomé. Puis j'ai mis en 4K. Mais pas à ce point-là non plus. Là, c'est juste pas très fluide. Là, je suis sûr que si je le relance, ça va être un petit peu mieux vu qu'il a pu générer son cache. Mais à la place, je vais juste le lancer. Voilà, donc wow, vous voyez que je fais tourner la caméra la première fois, ça y avait beaucoup de baisse FPS. Là, c'est pas si pire. Bon, pas si pire, on s'entend. Je suis quand même à 20 FPS. Donc, encore une fois, là, le fait que les à-coups, ça vient vraiment du fait que ma caméra a de la misère. Mais même moi, il y en a des petits. Là, puis je vois absolument rien à cause de l'écran. Puis sur le retour, vous voyez tout en bleu. Alors que c'est censé être noir. Donc, ouais, le taux de contraste de l'écran est vraiment pas bon. Mais voilà, Tomb Raider est pas vraiment jouable. Je veux dire, c'est pas vraiment une surprise, mais ça reste quand même un jeu de 2013. Donc, on aurait quand même pu espérer, mais non. On peut se dire qu'avec des jeux un petit peu plus vieux, ça peut peut-être mieux marcher. Malheureusement, pas vraiment. Pourquoi mise à jour de Half-Life? Depuis quand il y a des mises à jour de Half-Life quand j'ai vérifié hier que tout était à jour? Vous allez voir que le problème avec les jeux un peu plus vieux, c'est qu'eux autres utilisaient DirectX 9 ou OpenGL ou Direct 3D même souvent, qui est juste un ancien nom de DirectX sur des GPU et beaucoup plus récents Adreno qui ont pas été qui ont jamais testé ce genre de vieilles choses là évidemment, fait qu'avec la couche de traduction par dessus ça peut créer beaucoup de bugs. Donc la dernière fois que j'avais testé Half-Life, le jeu il pouvait pas tourner du tout en mode OpenGL, ça faisait que les couleurs étaient complètement les couleurs, ils étaient même pas inversés, c'est vraiment qu'ils tombaient en noir. Je sais même pas comment décrire ça, genre tout devenait genre vert puis violet, hein. C'était vraiment bizarre, donc on va quand même réessayer. Donc OpenGL, on va essayer de le remettre en 1080p. Windows, non merci. Donc, c'est un jeu de 98, tu sais, puis on peut jouer sur... j'ai montré il y a pas longtemps, justement, qu'on pouvait le faire tourner sur une PAL-KD X55, vraiment sans problème, en 100 FPS. Puis là, apparemment, j'ai fait planter le jeu. Non, c'est juste vraiment long, changer les options. Ok. Donc, les temps de chargement, comme fois. Pour un SSD, c'est quand même vraiment lent, hein. Ok, voilà. Ah! C'est
beaucoup moins pire que la dernière fois que j'avais essayé. Je vais avouer que ça fait un moment. Depuis ce temps-là, le jeu est updaté, hein. Le jeu il tourne quand même en 20 FPS. Oh mon dieu, c'est vraiment pas très fluide, on va dire, hein. C'est. Puis là, vous voyez peut-être pas, mais il y a aussi beaucoup de latence avec le moment où je bouge ma souris puis le moment où ça réagit à l'écran. Donc c'est probablement pour ça que je l'avais baissé en 720p la dernière fois. Ok, là on est à 25, 26. J'appellerais quand même pas ça vraiment utilisable. C'est quand même beaucoup mieux. Ok, théoriquement, 30 FPS, c'est jouable. Probablement que la plupart des gens qui ont joué à Half-Life pour la première fois en 98 ont joué avec moins d'FPS que ça. Mais non, puis encore une fois, là, bon, la capture, ça se voit pas encore une fois, mais moi, personnellement, il y a beaucoup d'à-coups. Puis je crois que quand j'avais testé, le jeu il tournait juste beaucoup mieux si je le mettais en mode software. Donc en mode software, ça utilise pas du tout l'accélération de la carte graphique, ça utilise juste le processeur pour générer tous les graphismes. C'est extrêmement pixelisé, c'est vraiment très inefficace, mais à l'époque, c'est aussi probablement comme ça que la plupart des gens ont dû jouer. Puis je pense que vu que ça va contourner toutes les affaires de traduction direct 3D, peut-être que ça tourne mieux. De mes souvenirs, ça tourne un petit peu mieux, pas tant que ça. Euh, Donc, j'avais inversé dans ma tête, apparemment, l'effet d'OpenGL puis software. Ok. Mais vous savez quoi? En ce moment, c'est extrêmement fluide. Genre, vraiment, j'ai l'impression que le jeu, s'il tourne pas en 100 FPS, il doit être très proche de 100 FPS. Mais, ouais. Donc, il y a vraiment une grosse incompatibilité avec le mode software. C'est peut-être pour ça que je l'avais mis en mode. En mode. Je suis perdu, que je l'avais mis en mode. Widow. Donc, les boutons, là, le problème, c'est que physiquement, j'ai vois à gauche et à droite, mais pour vrai, ils sont quand même au centre. Donc, il faut que j'aille un petit peu à l'aveugle, hein. Donc, comment je peux faire? Ok. Voilà. Oui, donc c'est exactement pour ça. Donc par contre, là, les FPS, ils ont drastiquement chuté quand je l'ai mis comme ça. Puis vous voyez que les graphismes, l'eau est extrêmement pixelisée. Je vais essayer de ressortir de l'eau pour qu'on puisse un petit peu mieux voir. En fait, là, c'est vu qu'il n'y a aucune accélération, les textures, ils n'ont aucun filtrage. Donc, ils sont juste extrêmement pixelisés, comme vous pouvez voir. Voilà, ça, c'est vraiment des textures style PS1. Puis, il y a beaucoup de désynchronisation verticale, donc il n'y a pas de V-Sync d'activer. Le nombre de FPS a vraiment chuté quand je l'ai mis en Widow, probablement parce que là, d'un coup, il faut qu'il fasse le rendu du bureau, ce genre de choses-là. Donc, voilà, comme j'avais dit, les vieux jeux, malheureusement, ils marchent pas mieux. Même les jeux un peu plus récents fonctionnent mieux. Donc, je sais pas. D'ailleurs, quand si on veut parler de jeux un petit peu plus récents, si dans mes souvenirs, Half-Life 2 tournait correctement. On peut regarder ça rapidement. Ok, donc le compteur d'effets c'est plus là, puis le menu Steam veut pas s'ouvrir, je ne sais pas pourquoi. Par contre, je peux vous dire que pour moi, c'est extrêmement fluide. Je suis assez persuadé que les graphismes doivent être au plus bas. Donc, au moins, on a mis 80p de natif. En mode image 4. Ok, pourquoi pas. Non, on est en élevé, détail texture moyenne, détail d'image faible, détail des ombres faibles. Ok, fait qu'on a des options un petit peu bizarres, mais vous voyez que c'est un petit peu un mélange de élevé, faible, moyen. Euh, pour moi, personnellement, ça tourne vraiment extrêmement bien. Est-ce qu'on peut juste aller se promener un peu, SV Cheats 1, nos clips. Donc voilà, salut le char. Donc vraiment,
Voilà, vous voyez que Half-Life 1 tournait à peine en 30 FPS en mode software, puis c'était vraiment pas très agréable à jouer. Half-Life 2 est capable de tourner. Je ne sais pas si on a 100 FPS pour être honnête. Peut-être, je crois qu'on a 100 FPS qui doivent pas être extrêmement stables, mais on doit vraiment pas être loin. Malheureusement, le compteur de FPS ne veut pas fonctionner, je sais pas pourquoi. Normalement, on va avoir les mêmes problèmes. Très bien. Je sais pas ce qui m'a tué, mais bon, on doit avoir le même problème de cache qui se génère, de shader. Non, là, il n'y a pas vraiment eu de problème. Gravity Gun. Ok, donc vous voyez que Half-Life 2 fonctionne étonnamment très bien. Donc, j'avais lancé un Geekbench pour vous montrer un petit peu les performances par rapport à d'autres. Donc, vous voyez que en monocœur, c'est 724 et en dual-core, 1843. C'est très sincèrement pas si mauvais que ça. Donc, Windows 11 familial. Le 2 mai 2024, donc ça fait quand même quelques temps que j'ai fait ça. Donc, Snapdragon 7 Siege génération 2, 2.5 GHz. Un processeur 8 cœurs. Ici que là. Ah oui, c'est vrai que la manière que ça fonctionne, j'ai pas précisé. En fait, c'est que c'est les cordes Big Little, comme Samsung appelait à l'époque. Donc c'est deux, ou même c'est de la manière que ça fonctionne maintenant, les processeurs Intel, si je me souviens bien. Donc c'est 2 cœurs haute performance et 6 cœurs basse consommation. C'est comme. C'est pas vraiment 8 cœurs, pour vrai, quand on est dans Windows. Un des avantages, c'est que par exemple, si on a un jeu, il peut avoir 2 cœurs de dédiés à un jeu, puis les autres 6 cœurs peuvent être dédiés à Windows. Donc c'est censé un petit peu aider de ce côté-là. Malheureusement, les 2 cœurs puissants sont pas très puissants. Donc ça aide pas beaucoup. 4 GB de RAM qui est vraiment pas très bon. Puis voilà. Pour comparer un petit peu avec d'autres choses, c'est environ les mêmes performances qu'un MacBook Air 2013 avec un i5 deuxième génération. Vous voyez un petit peu plus faible en monocore, mais quand même pas mal plus élevé en multicore. Mais dès qu'on tombe par exemple à un 2015, ben là le 2015 devient mieux en multicore est encore un petit peu en dessous, mais quand même. En multicore, on est environ au niveau d'un i5 5300. Euh, Pas incroyable, mais en monocore, c'est ça. Donc, puis vous voyez que ici, le MacBook 2012 est là, donc pas mal en dessous en théorie. Le problème de tout ça, c'est que ça, c'est vraiment les performances quand on a des applications native ARM, ce qui est pas tant d'applications que ça, malheureusement. Donc réalistiquement, vous pouvez diviser les performances presque par deux. Donc dans ce cas-là, on va peut-être plus tomber au niveau, par exemple, d'un i5 deuxième génération. Peut-être un petit peu moins, donc peut-être un i7 deuxième génération ici, donc un i7 de portable. Les performances sont en théorie pas si mauvaises. En pratique, c'est vraiment pas vraiment utilisable. Donc, si vous voyez que j'avais installé un paquet de jeux, je vais vraiment pas vous en montrer plus, je crois. Ça, c'était juste pour moi, pour m'amuser un peu. Donc, CrossCode, je crois qu'il ne fonctionne pas du tout, même. On va le lancer pour être sûr. Crysis, il tourne tout au plus bas en 20 FPS. Deus Ex a les mêmes problèmes qu'Half-Life environ. Diablo fonctionne. Deponia, je crois qu'il fonctionnait correctement, juste lentement. Age of Empires Definitive Edition fonctionnant en 720p quand même fluidement. Call of Juarez correctement. De toute façon, c'est pas un jeu très connu. Empire Earth fonctionnait correct. Escapist, c'est un jeu 2D quand même relativement récent, il fonctionnait bien. Far Cry, un petit peu le même genre de problème que Half-Life, qui devrait mieux tourner, qui tourne pour vrai à cause des drivers. Donc, c'est vraiment pas possible de vous dire, par exemple, ok, mettons, quand les jeux des années 90 fonctionnent correctement, les jeux des années 2000 fonctionnent ok, les jeux des années 2010, on oublie. C'est vraiment pas aussi simple que ça, malheureusement. On peut pas dire ça fonctionne, ça fonctionne pas, c'est vraiment du cas par cas. Puis là, je vais avouer que je suis étonné que CrossCode fonctionne parce que dans mes souvenirs, ça fonctionnait pas pantoute. Puis c'est la raison pourquoi je l'avais laissé pour le montrer. Peut-être qu'il y avait juste eu une mise à jour. Parce que ça, par contre, c'est quelque chose que j'ai pas mentionné, mais qu'évidemment, vu que Microsoft sont en train de pousser quand même assez fort ARM, ben, ils mettent encore à jour leur couche de traduction. Puis les plus vieilles machines en profitent, même une machine aussi bas de gamme que ça va en profiter. Donc, il y a des applications qui fonctionnaient pas, par exemple, il y a un an. Ben, maintenant, ils peuvent fonctionner. Puis ça, je pense que CrossCode, c'est un exemple de tout ça.
Parce que vraiment, dans mes souvenirs, j'avais essayé puis ça fonctionnait pas pantoute. Par contre, il est vraiment pas très fluide à ce que je vois. Euh, ouais, non, c'est ça. Il y a beaucoup de baisse de FPS. Des à-coups, comme d'habitude. C'est tout le temps des questions d'à-coups. C'est-à-dire c'est vraiment pas stable comme FPS. Hein. Donc, je me rappelle plus comment CrossCode fonctionne. Donc, on est. D'après moi, on doit être environ à moitié de la vitesse avec. Wow, ok. Donc, maintenant que ça a été généré, est-ce que le reste va être mieux? Pas vraiment. Est-ce qu'il y a de quoi qu'on peut faire avec les options pour l'améliorer un peu? Pas vraiment. On est déjà en. On est déjà en résolution 1. Ouais, non, c'est ça, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Donc, ça, c'est un jeu qui fonctionnait pas avant, qui maintenant fonctionne, mais il fonctionne juste à peu près en moitié de ses FPS. Mais donc, ça montre quand même que la couche tradition continue à se mettre à jour. Euh, je vais peut-être lancer Rayman 3 en dernier, parce que ça, je me souviens bien, c'était aussi un jeu qui avait beaucoup de bugs graphiques. C'est-à-dire que, par exemple, dans le premier niveau, quasiment toutes les textures étaient complètement noires, puis les modèles étaient juste à moitié chargés. Mais vu qu'ils ont l'air d'avoir fait des mises à jour, peut-être que ça va régler le problème. Oui. Ok, donc ça, c'est quand même bien. Ça a l'air ça a l'air parfaitement fluide aussi. Même à la caméra, vous voyez que ça a vraiment pas l'air d'avoir de baisse de FPS. On va quand même lancer la partie rapidement, à moins que j'aille une sauvegarde. La sauvegarde doit justement être au début. Ouais, c'est ça. Donc, oui, ok, donc, ça c'est un exemple de jeu, encore une fois, qui fonctionnait pas la dernière fois que j'ai testé, probablement l'année dernière, puis qui fonctionne assez bien maintenant. Donc, ok, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Par contre, malheureusement, côté performance, le processeur est juste vraiment pas assez puissant pour ça. Ça veut pas dire que j'aime pas les processeurs ARM en tant que tel. J'aime beaucoup les dernières Surface Pro. Hein. Puis je crois que le Snapdragon Elite est quand même vraiment pas mauvais. Puis aussi, un des gros avantages que j'ai toujours pas mentionné depuis le début, c'est la batterie. Donc là, ça fait quoi? Peut-être 1 heure environ que je filme puis que je lance un paquet de jeux qui prennent quand même pas mal de performance. Vous voyez que j'ai juste perdu 23% de batterie. Sincèrement, la batterie, si tu veux juste l'utiliser pour naviguer sur Internet, pour aller sur YouTube, ce genre de choses-là, la batterie, je pense qu'elle peut facilement durer une journée, mais genre une journée complète d'utilisation. Je pense que 8 heures de navigation, c'est parfaitement possible. Euh, si vous c'est juste un peu, je pense que vous pouvez probablement passer 3-4 jours sans jamais le charger. Donc, voilà, vous voyez qu'il y a vraiment des gros. Il y a quand même des bons points. Puis, encore une fois, je suis quand même étonné qu'il y ait des jeux qui fonctionnaient pas pantoute il y a encore 6 mois, un an, qui maintenant ont l'air de fonctionner correctement ou même parfaitement dans le cas de Rayman 3. Mais ouais, je peux décemment pas vous dire d'acheter ça, évidemment. Je veux juste aller valider justement en ce moment à quel prix on peut le trouver. Hein. Donc apparemment, il existe une version 5G. J'ai entendu parler de la version 5G qui avait plus de RAM. Mais je crois que c'est exactement le même processeur. Puis celle-là, 400$. Non. C'est vraiment. Ça vaut vraiment pas la peine. 800. C'est un. Non, non, ok. Ok, c'est la version 5G, un processeur 8C Gen 2. Donc, ça, sincèrement, avec un 8C Gen 2, je pense que ça peut être un bon choix. Je paierais définitivement pas 400 pour ça pareil. Donc, celui-là en particulier, ce modèle-là, vous voyez ici 224. Donc, c'est environ la même chose que j'avais payé il y a 2 ans environ. Ici, il y a quelqu'un qui le quai. Donc, ça, voyons, c'est en enchère. Ici, vous voyez encore une fois exactement le même 135 plus 30 pièces, 130, fait que 165. Ici, c'est un 140, sauf que c'est la version 5G avec 8 GB de RAM. Donc, c'est aussi la version avec un 8C. Mais il fonctionne pas. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez que voilà, ça va tourner, on va dire, un petit peu en dessous de 200$ si vous voulez ce genre de. Si vous voulez ce portable-là. Je le recommande pas, malheureusement. Si vous voulez vraiment une machine ARM, je vous conseille d'attendre au minimum d'aller sur quelque chose genre la Surface Pro. J'ai pas du tout bien écrit Surface. J'ai sauté la moitié des lettres. Donc, au moins la Surface Pro X. Qui est pas énormément plus cher comme ça c'est une Surface Go, ok.
Surface Pro 7, Surface Pro 4, Surface Pro X. Donc, ok, c'est le double du prix, mais vous avez facilement le triple des performances. Donc, ça, c'est un Snapdragon 8. Ici, 250, c'est un i5. Ici, Surface Laptop 2, bon, ok, c'est ça. Donc, vous voyez qu'en ce moment, il y a vraiment pas beaucoup d'options d'ordinateur ARM. Donc, les choix sont assez limités. Donc, je pense que c'est la raison pourquoi celui-là a gardé son prix encore aussi élevé, entre guillemets, parce que 200, c'est genre, comme j'ai dit, le même prix que je payais il y a 2 ans. Puis, je pense que c'était peut-être même pas un si bon prix que ça. Donc, ok, je vais arrêter de continuer parce que je pourrais parler, je pense, pendant 2 heures de temps. Donc, donc voilà, le Galaxy Book Pro Go, pardon, qui était et qui est toujours l'ordinateur ARM le moins cher qui est trouvable en ce moment avec Windows, évidemment. Pour ordinateur Windows ARM, parce que vous pouvez trouver des ordinateurs ARM Linux beaucoup moins chers, comme par exemple Raspberry Pi, tout simplement. C'est utilisable, mais c'est à peine plus utilisable, par exemple, que les portables qu'on peut trouver avec des Celeron N5095 ou même les Celeron 4165, J4165 qui on peut encore trouver sur des ordinateurs à 200-300$ sur Amazon, sur AliExpress, ce genre de choses-là. Donc, c'est au niveau d'un Celeron Pentium avec le prix d'un Celeron Pentium, mais avec une durée de vie de batterie de fou. À vous de voir si vous pensez vraiment que ça vaut la peine, mais voilà, moi tout ce que j'ai à dire, c'est que j'ai vraiment hâte qu'ils sortent une version des Snapdragon X plus bas de gamme pour pouvoir qu'ils puissent commencer à les mettre dans les ordinateurs justement en dessous de 500$. Parce que je pense que s'ils pourraient sortir exactement ce portable-là avec un écran IPS, 8 GB de RAM, puis un nouveau processeur Snapdragon X, je pense que ça pourrait vraiment être une excellente option pour beaucoup de gens. Celui-là, malheureusement, c'est juste quelque chose d'un peu intéressant à regarder. Je ne l'utiliserai pas personnellement comme mon portable. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.